Le docteur Blanc Constant Ibarapeya, politologue, Guy Benoît de Victor, journaliste chroniqueur, Bruni Fortuna, journaliste au cœur du débat de ce soir, l'échec du Congo à l'élection de l'UNESCO et l'évaluation de l'opération de la DGSP contre les bébés noirs. Merci d'être avec nous dans le dictionnaire politique. Bonsoir messieurs et bienvenue. Bonsoir madame. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir. Le docteur Blanc Constant Ibarapeya, la première question, je vais avec vous. À vous seules 3 publications sur Facebook sur cette affaire échec de Firmin-Edouard Matoko à la tête de l'UNESCO. Pourquoi aviez-vous réagi aussi vivement, docteur? Merci de m'avoir invité à cet encart intellectuel ou politique intellectuelle. Et j'ai saisi cette occasion pour saluer les millions de téléspectateurs du TDK ainsi que mes copanélistes. Alors, vous voulez savoir pourquoi j'ai pondu, pour prendre l'expression populaire, pour que ça soit compris de tous, 3 publications après l'annonce de l'échec retentissant de notre compatriote que j'ai qualifié de claque du siècle, j'allais même dire du millénaire. C'est parce que sur ce même plateau, lorsque nous avons débattu sur la question, j'avais mis en garde nos compatriotes, c'est-à-dire les dirigeants, que la candidature de M. Matoko était vouée à l'échec, au regard de certains éléments des investigations que j'avais. Et vous savez que ces prises de position et certaines sorties épistolaires que j'ai eu à faire sur ma page Facebook m'avaient tiré les foudres. Ça m'a valu ce que ça m'a valu. Et j'avais dit, vous avez vu que vous avez constaté que depuis là, je n'ai pas préparé un débat politique. J'attendais les résultats parce que j'étais sûr qu'on devait perdre. Pas parce que M. Matoko était un piètre candidat ou il était un piètre diplomate. Au contraire, il avait le bon profil. Il avait le bon profil dès qu'il connaît la maison. Mais parce qu'il s'est donné, disons, il est tombé dans le piège des mafieux qui voulaient se faire de l'argent autour de sa personne. D'ailleurs, au cours de cette émission sur sa candidature, j'avais dit que pourquoi il est tombé dans ce piège, dans ce bourbier. Et finalement, il est tombé dans le bourbier du cartel qui voulait à tout prix s'enrichir alors qu'il savait que Matoko n'avait aucune chance. Aucune chance, pourquoi? Parce que nous avons importé l'amateurisme, exporté d'ailleurs l'amateurisme à l'international. Tout ça parce que derrière, il y avait l'argent. Aujourd'hui, l'échec est là. On parle de sommes qui auraient été mobilisées. On parle, certains parlent, d'aucuns parlent de 50 milliards, l'autre parle de 20 milliards, l'autre parle de 70 milliards, comment on appelle ça, d'un milliard. Bon, on ne sait pas, mais toujours est-il que Matoko n'a pas gagné, comme je l'avais prédit. Et pourquoi je l'ai fait? Pourquoi? Parce que il fallait démontrer à ces gens-là que il faut respecter les universitaires dans ce pays. Je suis politologue de formation, madame. Et la diplomatie, les relations internationales relèvent de la science politique. Donc, j'ai des grilles d'analyse à la base, à partir de certains éléments, je peux donner quand même, peut-être pas totalement ce qui pourra se produire, mais j'ai des grilles d'analyse qui peuvent se rapprocher de la réalité. Puisqu'on y est, j'ai appris que on a commencé à sanctionner certaines personnes, notamment l'ambassadeur du Congo en Éthiopie, c'est-à-dire à l'Union africaine, aurait été rappelé, si peut-être que on va regarder dans les jours à venir si l'information est réelle, me semble-t-il, parce que il n'a pas renseigné suffisamment le patron sur la procédure de la candidature. C'est de la rigolade. Qu'en est-il du Premier ministre? Nous allons y arriver. Non, nous allons y arriver. Je sais que ici on ne parle pas du Premier ministre, dès qu'on parle on suspend. Non, bon, voilà. Permettez-moi 3 secondes. Allez-y. Voilà. Qu'en est-il du Premier ministre qui a porté ce projet, qui a fait du chantage à la France, qui a cité non tel va nous faire citer? Qu'en est-il de lui? Qu'en est-il dans ces Henri, qui est ambassadeur du Congo à l'UNESCO?
Qu'en est-il de ces deux-là? Qu'en est-il de tous ceux-là qui ont pensé cette affaire pour se faire de l'argent? Si on commence par sanctionner l'ambassadeur, il faut sanctionner tout le monde. Merci bien, docteur Brony Fortuna. Est-ce que cet échec vous a surpris? Par rapport à cet échec, à cet échec, vous savez que il n'est pas mauvais qu'un État se positionne ou candidate pour une telle élection. Je crois que le Mexique l'a fait, il y a eu plusieurs pays qui pouvaient le faire aussi. Je crois qu'il n'y a aucun péché à cela. L'Égypte, on a fait 3 fois, c'est pour la 3e fois. J'en parlais il y a quelques heures. En 2009, l'Égypte était candidate. 2017, l'Égypte était candidat. Et finalement, c'est la 3e fois. Et si l'Égypte avait baissé les bras, il ne serait pas aujourd'hui à la tête de l'UNESCO. Donc, il n'y a aucun péché qu'un candidat ou un pays quelconque tente ou encore candidate pour cette élection. Parce qu'on parle d'une élection. On peut ne pas avoir des choses, oui. Donc, ce n'est pas un péché que le Congo ait essayé ou encore le Congo ait été candidat à l'élection à la tête de l'UNESCO. Est-ce que vous étiez surpris d'apprendre la nouvelle? Oui, on n'était pas surpris. On n'était pas surpris. Pourquoi? Parce que nous savions, par rapport aux éléments à notre disposition, nous savions qu'il n'était pas facile. C'est le contraire qui serait une surprise pour nous. C'est-à-dire que l'élection de notre compatriote qui serait une surprise. Mais la réalité nous avait déjà prouvé. Déjà, on lance la candidature avec beaucoup d'hésitation. On arrive très en retard. Et vous constatez finalement que telle que cette campagne a été organisée, j'en ai parlé dans les chroniques, c'était pas de professionnel cette campagne telle que ça a été menée. Et vous avez l'Égypte qui avait déjà une longueur d'avance. Et quand on regarde les profils des deux pays, on sait très bien que l'Égypte pèse lourd par rapport au Congo. L'Égypte a une histoire, l'Égypte a des accords avec la France, mais pas n'importe quel accord. L'Égypte, vous savez a des accords avec plusieurs pays. Aujourd'hui, devient un pays beaucoup plus stratégique dans le Moyen-Orient à cause de la guerre qui oppose la Palestine et l'Israël. Donc, quand on regarde les profils des États, le Congo ne pouvait pas faire le poids face à l'Égypte. Mais quant au profil des hommes, c'est-à-dire que les deux candidats, oui, nous avons eu un très bon profil. Donc, on savait d'une manière ou d'une autre que c'était pas facile pour le Congo. Mais c'était pas facile et rien ne nous a surpris. C'est peut-être le contraire, mais ce n'est pas un péché d'avoir essayé. Peut-être que dans 4 ans, dans 5 ans, le Congo peut encore se positionner. Il n'y a aucun problème à cela. Ce qui nous a dérangé, c'est plutôt le score pour ne pas parler du nombre de voix obtenues. Les 2 voix. 2 voix obtenues, c'est scandaleux. Ça veut dire que tout le travail qui a été fait en amont comme en aval, quand je parle en avant, ça veut dire que depuis que le Congo est Congo, tout le travail qu'on fait sur le plan diplomatique et politique, tout ce travail n'a pas apporté les résultats attendus. Et la campagne menée à travers les 58 États, finalement, n'a pas produit les résultats attendus. La question qu'on peut se poser, même les amis du Congo qui sont connus être les amis, j'ai envie de dire, séculaires du Congo, n'ont pas porté leur soutien au Congo. Il doit avoir un problème, il faut s'interroger, il faut creuser pour voir de fond en comble qu'est-ce qui aujourd'hui positionne le Congo en tant qu'un pays poids-plume face aux autres pays. Merci bien, Brony. Je vais aller avec Guy Benoît de Victor. Je sais, Guy Benoît, vous l'aviez dit, vous l'avez même prévu, cet échec de Firmin Edouard Matoko, 2 voix pour le Congo. Est-ce que, pour vous, le Congo valait vraiment ses votes? Bien. Ça me fait sourire, madame. Merci beaucoup. Je crois que avant de répondre directement là, je vais vous aider et aider aussi les téléspectateurs de TDK à comprendre le rôle que nous jouons. Pourquoi nous venons à ces émissions? Quel est le rôle que nous jouons? Nous avons un politologue, nous avons des journalistes, chroniqueurs et analystes. Il faut qu'on comprenne le rôle qui est le nôtre. Nous ne sommes pas des politiques. Parce que quand on est politologue, on analyse des événements, des phénomènes politiques, des stratégies mises en place par le gouvernement. Mais les politologues, les journalistes chroniqueurs ou analystes, analysent, prévoient, projettent.
Et ça, ce ne sont pas les oiseaux de mauvais augure. C'est pas la poisse qu'on apporte. Mais on prévoit, on prévient, on avertit, parce qu'on a eu un peu d'expertise pour regarder, analyser, et ce que la voie empruntée peut nous amener quelque part. Nous l'avions dit ici. Et c'est ce que mon co-panéliste est en train de s'évertuer à faire comprendre. Il l'a dit, nous étions ici, sur ce plateau, que c'était hasardeux, que la motivation que les Congolais montraient, là, le gouvernement montrait, n'était pas franc, ou n'était pas franche. Parce que ce n'était pas facile que les candidatures sont ouvertes depuis des années, 2 ans déjà. Il y a eux qui se sont présentés, qui se sont prononcés. Vous ne vous êtes pas prononcés. C'est à quelques mois que vous motivez la candidature de compatriotes, que vous savez très bien qui a de l'expertise, qui est un expert de demain. Faire comme ça, c'est comme si on veut le griller. Et on l'a grillé. Et nous l'avons prévu. Nous l'avons prévu. Nous savions que M. Matoko va être grillé. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Nous avions entendu le gouvernement, les membres du gouvernement pérorer. Ils nous ont rassurés. Nombreux ont dit qu'il avait le vrai profil et qu'il peut. Un carnet d'adresse bien fourni. Il est. On l'a entendu. Mais nous attendions. Voilà, nous sommes à la croisée des chemins. Et les résultats sont tombés. Mais voilà, 55 contre 2. Pour un État sérieux. Un État sérieux. Où sont les amis du Congo finalement dont on a inventé? La Chine, par exemple. Bon, par exemple. Mais ceux à qui nous avons donné les terres ici, ils sont où? Lesquels? À qui vous faites allusion? Non, je ne veux pas prononcer de les gens. Mais je vous dis, tous ces gens-là, les amis légendaires, qu'est-ce qu'ils nous ont démontré? Les voisins même. Même les voisins les plus proches, avec qui on a des projets communs. Qu'est-ce qu'ils nous ont soutenus? 2. Donc, M. Mathieu lui-même s'est voté. Oui. Et il y a encore un autre. Là, le Vietnam semble-t-il. C'est seulement par pitié. Maternelle. Par pitié. Par affiliation. Ou par affiliation, par sentiment. On a voté. Bon, quand on est comme ça, est-ce qu'on peut être fier? Quand on est en État, on a joué un match comme ça, on a encaissé beaucoup de buts. Est-ce qu'on peut être fier? Est-ce que le score pour vous, ça vous laisse sans voix? Mais ça ne peut. Pour les patriotes sérieux et conséquents, ceux qui croient en leur nation, en leur pays, on ne peut qu'être que pantois. Après 65 ans, on n'a pas d'amis. 65 ans après, on n'a pas d'amis. Pas de crédibilité. Donc, le Congo va seul, selon vous. Mais attends. Mais la démonstration est là, ça ne sert pas. La démonstration est là. Aujourd'hui, le Congo ne peut pas le dire que nous avons des amis. Parce que, on leur avait dit que la voie que vous avez empruntée, elle est suicidaire. Les autres ne vous soutiendront pas parce que il y en a qui ont le respect de la parole donnée. Ils avaient déjà donné leur parole aux Égyptiens. L'Union africaine l'a fait. La France vous l'a démontré. Vous avez osé défier la France. La France vous a démontré qu'elle reste toujours la métropole. Oui, pour compléter Guy Benoît. Elle reste la métropole. Je vais vous prendre Brony, mais je reste avec Guy Benoît. Mais à quel moment peut-on parler de l'amateurisme du gouvernement? Ben voilà, mais attends. Mais quand on sait que les autres sont là déjà depuis 2 ans, vous avez vu combien d'équipes on a mis en place? Il y a eu combien de têtes dans cette campagne-là? Dans cette campagne-là, il y a eu combien de têtes? Combien de délégations? Tout le gouvernement presque était mobilisé pour cette campagne-là à l'extérieur. Et on savait bien. C'est pas parce qu'on a pris des procès comme ça avec quelqu'un d'un autre pays qu'on pense que là, il a dit front. Mais la diplomatie, c'est aussi ça. La diplomatie aussi, on ne dit jamais non comme ça catégoriquement. On peut le dire d'une façon ou d'une autre. L'amateurisme, c'est ça. Parce que quand les autres ont commencé à préparer 2 ans, toi, tu attends parce que tu es expert. 4 mois avant, le défi, tu te lances. N'est-ce pas que tu es amateur? Parce que les professionnels ne font pas comme ça. Et quand c'est comme ça, un État sérieux, après l'échec, qu'est-ce que le gouvernement a dit? Après l'échec, le gouvernement a fait quoi? Il y a eu un conseil de ministres. Qu'est-ce que vous avez entendu sur à propos? Rien. Personne n'a su. Personne ne dit un mot. Rien. Mais alors que l'argent du contribuable avait été mobilisé pour cette campagne nationale et internationale. Donc vous regrettez les fonds qui ont été décaissés? Qui regrette?
Qui regrette? Qui regrette? Moi, je sais que le trésor du Congo, le trésor congolais, c'est comme les rues de l'idiot. N'importe qui peut regarder, n'importe qui peut prendre. Est-ce que vous voyez? Parce que là, le trésor, là, Moi, c'est entre les poteaux, on peut comment faire. René, vous voulez ajouter? Oui, en fait, je voulais juste montrer pourquoi est-ce que ça doit attirer l'attention de tout le monde. Ça doit même susciter, il faut que le gouvernement tire les leçons de cet échec-là. Pourquoi? Parce que les ministres, ils ont été nombreux à faire les États, différents États. Nous avons suivi à travers les reportages, celles et ceux qui étaient en mission, nos confrères, nous rassurer que, par exemple, au Burkina Faso, le président actuel de la transition avait rassuré par lui-même, comme au Gabon, Olingi Nguema, tout content, avait dit « je voterai pour le Congo ». C'est vrai que c'est la diplomatie, on peut le dire. Et quand un ami vous donne sa parole et après ne la respecte pas, il faut vous poser la question, qu'est-ce que vous représentez pour cet ami? Et donc, quand on regarde de fond en comble, ça veut dire que le Congo n'a pas de crédibilité vis-à-vis de ses amis. Le Congo a perdu sa crédibilité. Le Congo ne pèse plus face à ses amis parce que si on peut comme ça vous rassurer, après derrière le dos on se moque de vous parce que ça c'est une sorte de moquerie. Et on vous dit clairement qu'on vote pour vous, après on ne vote pas pour vous. Il faut que le Congo regarde aujourd'hui quel est son positionnement dans le concert des nations. Et c'est ce qui dérange un peu de voir, même la Chine, on a vu que le président de la République était il y a quelques mois en Chine célébrer les 65 ans apparemment d'amitié. Il est allé plus d'une fois pour des forums. Et on a constaté depuis quelques temps, il est beaucoup plus proche de la Chine que la France. Et beaucoup plus la Russie que la France, même si la Russie ne vote pas, mais vous constatez que tourner le dos de cette manière, il faut que le Congo s'interroge sur sa politique, sur sa visibilité, sur sa manière de se gérer. Voilà. Si le Congo doit s'interroger, docteur, est-ce qu'on peut dire que au niveau de la diplomatie congolaise, le Congo ne pèse plus au niveau international? Sur ce plateau, j'ai dit que la diplomatie congolaise ne se limitait qu'à la présentation de lettres de créance. C'est-à-dire? C'est-à-dire le président a reçu tel ambassadeur, qui a reçu ceci, c'est tout. On voyait les ambassadeurs, recevoir les ambassadeurs, ça s'arrête là. Mais attendez, madame, lorsque nous disons ici que, je prends particulièrement Bruno Fortuna Ngorale, qui veut noyer cet échec dans la collectivité, est-ce que vous savez que lorsqu'on on dit que le Gabon n'a pas voté pour nous, est-ce que vous savez que le Gabon départ avec un candidat? Ouais. Nelson Messonne, candidat du Gabon. Lorsque Olingi Nguema, le président Olingi Nguema, va se rendre en visite en Égypte, après concertation, il demande à son candidat de se retirer. Mais il faut pas être naïf, s'il vous plaît. On est sur la scène internationale, les États n'ont pas d'amis. Évitez la naïveté. Vous pensez que quelqu'un qui a demandé à son propre candidat de se retirer, après l'entretien avec le chef de l'État Al-Sisi, va voter pour vous? C'est quand même sérieux. Et nous avons, partout où notre délégation est passée, les informations qui sont à ma position ont reproché à notre gouvernement d'avoir réagi très tard. Ils avaient déjà donné des cautions, surtout que dans le cas de l'Union africaine, on avait porté le dévolu sur l'Égyptien. J'ai entendu les gens me reprocher ça. L'Union africaine ne vote pas. L'Union européenne ne vote pas. Nous avons entendu, d'abord, cet échec est le résultat de beaucoup de dérapages stratégiques. Expliquez-nous. Quand vous dites que nous sommes allés en Côte d'Ivoire, Ouattara, le président Alassane Ouattara, nous a accordé son soutien. Sérieusement. Vous connaissez les rapports entre Ouattara, le président Ouattara et la France. Donc la France a pris position, le président Ouattara va se positionner pour le Congo, ça c'est le un. Deuxième chose, au Burkina Faso, avec le président Ibrahim Traoré. Vous vous en souvenez, ce qui s'est passé il y a de cela 2 ou 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus, en Russie, lorsque notre président a refusé de s'afficher dans une photo avec Traoré. Ça, la presse l'a dit. Vous pensez que Traoré l'a oublié? Et qu'est-ce que le Congo peut proposer à un pays comme le Burkina Faso
qui est en guerre, qui a des problèmes financiers, qui a des problèmes de logistique, et l'Égypte, qui soutient beaucoup de politiques publiques dans un certain nombre de pays, y compris le Burkina Faso. La politique internationale, c'est des intérêts. C'est pas des beaux yeux, c'est pas la beauté. Donc, à partir de ce moment-là, notre Bérésina était prévisible. Et plus encore, la sortie du Premier ministre sur RFI, pour moi, ça a été une sortie de route. Parce que vous ne pouvez pas dire en diplomatie que si vous ne me soutenez pas, d'ailleurs, c'est pas la première fois que vous le faites, tel pays va me soutenir, tel pays va me soutenir, tel pays va me soutenir, tout en oubliant les rapports que les pays que vous citez entretiennent, non seulement avec la France, y compris avec votre adversaire. Voilà. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, effectivement, c'est la question de la diplomatie congolaise. Mais nous n'avons pas une diplomatie, je l'ai dit. Une diplomatie qui n'agit jamais dans le terrain. Vous n'êtes pas trop dur avec le Congo. Je vais le démontrer. Je suis congolais, heureusement que je n'ai pas une autre nationalité. Donc je n'ai que ce pays. Je dois être dur avec la direction de ce pays. Parce que mon avenir et l'avenir de mes enfants dépendent de ce pays, je le promettais, madame. Je vais vous prendre un exemple simple. Vous connaissez ce qu'on appelle la conférence des ambassadeurs? Ça se fait au Congo. Je me suis renseigné auprès des diplomates. On ne tient pas cette conférence des ambassadeurs ici. Quelle est donc la stratégie des ambassadeurs, de notre diplomatie que nous avons? La conférence des ambassadeurs, c'est quoi? Ça veut dire que le président reçoit des ambassadeurs. De partout. De partout. Vous vous retrouvez. On donne la ligne directive de notre diplomatie. Pour cette année, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, nous allons faire ceci. Vous regardez dans telle institution, dans les institutions où le Congo doit être présent. Est-ce que, par exemple, à l'Union africaine, il y a tel poste? Est-ce que nous ne pouvons pas prendre ce poste-là? Oui, on veut prendre le poste-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'au niveau de la CAC, quels sont les postes qui reviennent au Congo, que le Congo n'a pas? Vous les élaborez des stratégies de communication, des stratégies diplomatiques, quels sont les marchés que nous pouvons trouver avec dans tel ou tel pays. Moi, rarement, hein, j'ai vu le président voyager avec les opérateurs économiques de ce pays, de d'autres pays. Et il y a la diplomatie économique. Dans certains pays, le commerce extérieur est rattaché au ministère des Affaires étrangères. Il est ce qu'on appelle la diplomatie économique. Ouais. Quelle est notre politique extérieure en matière de football? Quelle est notre politique? Bon, c'est vrai qu'on a bricolé un truc avec Lyon. Quelle est notre politique extérieure en matière culturelle? Quelle est notre politique extérieure en matière, par exemple, si on prend le cas, par exemple, de la musique? On peut citer. Mais la politique de la diplomatie chez nous, c'est que vous avez été ministre, vous êtes fatigué. On dit, bon, comme il est fatigué, on voit, il va se reposer là-bas. C'est l'expression consacrée. Il va se reposer là-bas. C'est pas une diplomatie, ça. Une diplomatie qui a fait des retraités vérifiés. Vous allez voir que la plupart de nos ambassadeurs sont des retraités. Deuxièmement, le personnel qu'on envoie en ambassade aussi, la plupart c'est des cousins, c'est des neveux qu'on prend, on amène dans la bonne partie. Parce qu'on n'a pas une doctrine. Quelle est la doctrine diplomatique du Congo? Est-ce que nous avons une doctrine? J'ai posé la question aux diplomates. J'ai interrogé les anciens ambassadeurs. Il n'y a rien. Comment voulez-vous que notre diplomatie produise les résultats? Nous avons échoué avec Henri Lopez à 2 reprises. On a échoué sous Jacques Chirac, qu'on considérait comme l'ami du président de la République. On a donné à Abdou Diouf. On a encore échoué avec François Hollande. Maintenant, la diplomatie, nous excellons la diplomatie dans quel domaine? Il faut donc penser à ça. Les autres l'ont dit, oui, cet échec révèle, puisque l'autre a parlé de l'amateurisme, révèle donc de la mise au banc du président de la République. Comment pouvez-vous expliquer? Le président de la République qui est perçu par certains, bon, la plupart ce sont des flatteurs d'ailleurs qui viennent chercher des sous ici, le sage africain, qui ne peut pas engranger une seule voix en Afrique centrale, où il est le doyen, parmi les voix les plus écoutées, le président de la République, positionné comme le médiateur international. Comment le médiateur international soit aujourd'hui mis sur le banc de la communauté internationale? Laissez-moi continuer. Vous avez beaucoup parlé quand même. Je voudrais apporter une précision dans ce que vous dites. Moi, je pense que Gabriel, moi, je pense que... Non, on laisse d'abord le docteur finir son idée et puis je vous prends. Il faut tenir compte des minutes. Je ne parle pas depuis là. Donc, je vous viens. Nous sommes là. Oui,
la diplomatie congolaise est malade. Il faut réformer la diplomatie. Merci, on doit reformuler la diplomatie congolaise. Oui. Boni. Je crois que il faut pas confondre l'échec de la diplomatie congolaise dans l'élection de Firmin Edouard Matoko à l'UNESCO avec les rapports diplomatiques séculaires que le Congo a avec d'autres États. Aujourd'hui, quand on regarde avec la Chine, les relations diplomatiques sont en bonne santé. Pareil pour le Gabon, pareil pour d'autres États. Donc, il faut pas confondre qu'aujourd'hui, parce que le Congo n'a pas réussi à élire un candidat à l'UNESCO et que finalement, avec d'autres États, rien ne fonctionne. Non. Parce que jusqu'ici, le Congo n'est pas en conflit, en guerre avec un État. La Chine continue, est même l'un des plus grands investisseurs au Congo. La France continue d'investir au Congo. Et même l'Égypte a des projets. L'Égypte, de temps en temps, offre des bourses ici. C'est comme avec la Russie et d'autres États d'ailleurs. On constate plus d'une fois comment le chef d'État reçoit en audience, le Premier ministre et d'autres ministres sont tout le temps en discussion avec les diplomates étrangers qui sont ici. Donc, on peut pas confondre ça. Mais je suis d'accord quelque part pour dire que notre diplomatie est restée dormante pendant plusieurs années. Il y a un qu'il faut retenir, Guy Benoît a parlé, on a parlé ici, quels sont les moyens qu'on met à la disposition de la diplomatie congolaise. Le ministre lui-même des Affaires étrangères de Congo, la diaspora, est passé devant les parlementaires pour déplorer le fait qu'il n'y avait pas de moyens. Aujourd'hui, vous avez des diplomates qui sont retraités et qui sont même rappelés au pays, qui ne rentrent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'il n'y a pas l'argent pour les faire rentrer, et celles et ceux qui sont nommés, qui sont encore ici, et qui n'ont pas de moyens pour aller dans leur poste de travail. Et simplement parce qu'ils manquent d'argent. Et vous avez aussi ce qu'il disait tout à l'heure, lesquels sont nommés à ces postes. Et depuis quelque temps, on constate que les chancelleries, sinon nos ambassades, sont réservées aux anciens ministres. Quand vous n'êtes plus au gouvernement, et surtout que vous êtes du PCT, on regarde dans quel pays on vous envoie, ou finalement vous avez occupé un poste, vous êtes à la retraite, ou vous êtes éjecté de ce poste-là, on cherche dans quel pays on vous envoie. Alors que il y a des jeunes diplomates bien formés dans ce pays, qui peuvent, sur ce plan-là, soigner l'image du pays à l'extérieur, et qui peuvent bien travailler, mais qui sont au ministère, ou encore rester chez eux. C'est tout le problème du Congo, là. Si on peut compter ces pays où il n'y a que des anciens ministres. Et certains sont dans ces états-là depuis plus de 10 ans, 20 ans. Comment peut-on garder dans un état un diplomate pendant 10 ans? Qu'est-ce qu'il devient? À un moment donné, il se familiarise avec cet État, il devient même le citoyen de cet État. On a connu dans ce pays une dame qui était ambassadrice, qui est restée ici jusqu'à mourir au pays. L'Afrique centrale, c'est ça. Mais alors que vous constatez que chez les autres, 4 ans après, on renouvelle. 4 ans après, on renouvelle. Mais chez nous, pour ne pas parler de lui, à Washington, pour ne pas parler de lui, nous avons connu un diplomate qui est resté là pendant plus de 20 ans. Guy Benoît, est-ce que Donc, à cette allure-là, on ne peut pas avoir une diplomatie efficace. Et depuis qu'on a scindé ce ministère-là en deux, d'un côté, on a un ministère de la coopération qui, semble-t-il, s'occupe un peu des questions économiques. Et de l'autre côté, nous avons celui qui s'occupe politiquement de la diplomatie et des comptes de la diaspora. Vous avez constaté finalement, il y a une confusion totale des rôles et on n'arrive pas à travailler. Guy Benoît de Victor, est-ce que le péché du Congo serait le fait que le Congo n'utilise pas les jeunes? Jeune ou pas jeune, je vais vous dire une chose. J'allais rebondir sur ce que disait Brony quand il disait que la diplomatie congolaise n'a pas assez de moyens. Je dis faux. Ça, c'est le discours politique. Pourquoi? Il y a des Congolais qui travaillent qui ont travaillé ou qui travaillent dans les chancelleries, qui ont été rapatriés. Il n'y a pas les moyens de les faire revenir. Ils sont toujours en poste là-bas. Ils perçoivent quoi? Des indemnités, des salaires diplomatiques. Il y a des Congolais. Ils sont pas payés, hein. Nombreux ne sont pas payés, hein. Attention. Vérifiez. Il faut bien vérifier. Oui, mais je donne les informations. Ils sont pas payés. Il y en a aussi qui sont nommés, qui ne sont pas partis, mais qui perçoivent aussi les salaires diplomatiques. Ici. Allez au ministère des Finances pour vous en rendre compte. Il n'est pas en poste, il est sur place, mais il a son salaire diplomatique. C'est pas de l'argent. Alors, pourquoi il y a double emploi? Si la personne n'est pas revenue, il a un remplaçant qui n'est pas encore reparti.
Pourquoi? Lui, là-bas, il perçoit son salaire. Et ici aussi, celui qui est ici, au même poste, perçoit aussi le salaire diplomatique. Vous savez, ça coûte combien? Ça coûte de l'argent, l'évaporation de moyens. Et vous savez que les diplômes, le Congo ne paye même pas ses chancelleries. Il loue les maisons de tout. À New York, ou à Washington, on a plus de chancelleries. Vous savez cela? Ça a été vendu. Ça a été vendu, on ne sait pas qui. Et la justice ne veut pas mettre son nez dedans. Et le ministre n'en parle même pas. C'est vendu. Vous savez qu'en Suisse et ailleurs, nous sommes menacés Expulsion. d'expulsion. Mais est-ce que le ministère des Affaires étrangères devait faire ça avec son argent? Ou bien c'est avec l'argent du pays, du trésor public? C'est pas ça. Mais tout ça, tout cela, ça fait partie de la faiblesse de l'État. Ça fait partie de la faiblesse de l'État. Et Barapéa vient de dire, mais la plupart de ceux qui sont dans les chancelleries sont comités par les parents. C'est les parents qu'on voit. Donc quand vous parlez des jeunes, mais ceux qui ils vont là-bas aussi, c'est des jeunes. Donc qui travaillent autour des ambassadeurs qui ont vieilli. Mais c'est les jeunes qui sont là-bas. Mais sauf qu'ils vont là-bas sur les labels de la parentocratie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ou est-ce qu'un État peut fonctionner comme ça? Ça se passe au ministère des Affaires étrangères. Ça se passe là. Et en ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez attendre de ceux là-bas, ceux qui vont là-bas? Il y en a même qui n'ont pas de profil. Il y en a qui n'ont pas de profil. Ils vont faire quoi? Sur ce plateau, Guy Benoît de Victor, deviennent nous de grands pouvons commerçants. J'allais vous dire une chose. Qui deviennent de grands commerçants. soyons concrets et précis. Oui, s'il vous il y a plaît. le- Ils vendent des voitures, ils deviennent de grands commerçants. Imaginez-vous que ce plateau-là était la chair d'une église. Que devions-nous? De qui on nous qualifierait? Des prophètes. Est-ce que vous partagez la vie de Guy Benoît de Victor? Normalement, l'État fonctionne comme ça. Mais je vais revenir sur ce que Fortuna a dit. Non, Fortuna, soyons sérieux. Quand on parle de la diplomatie, nous avons deux types de diplomatie. Nous avons ce qu'on appelle le rapport, le bilatéralisme, c'est-à-dire entre les États, et la diplomatie multilatérale. Si aujourd'hui, la France est considérée comme la première puissance diplomatique au monde, parce que cela se fait au sein des institutions, notamment à l'ONU, où la France réussit à faire passer toutes ses résolutions. Tout au moins une bonne partie de ces résolutions. L'efficacité d'une diplomatie ne se mesure pas à l'aune de ces rapports de la diplomatie bilatérale. Vous savez que le Allez, Congo a fait monsieur- passer, avait pas fait passer à l'ONU ou pas? Le Congo a fait passer son projet à l'ONU. Écoutez, Mais puisqu'on parlait de la diplomatie, le Congo a fait passer son projet à l'ONU. C'est ça le problème. Il faut quand même nuancer. Moi, ici, le problème, c'est qu'il faut nuancer. Est-ce que tu peux me On peut pas confondre l'échec de Matoko avec Les relations. les relations que nous avons. Et le Congo, je vous rappelle, a fait passer son projet à l'ONU et qui est adopté par l'ONU, qui doit être appliqué par tous les États. Lequel des projets? Le projet sur la forestation. Et voilà. Vous avez fini. Allez-y. Attends, tu peux parler? Allez-y. Je sais que vous étiez dans l'équipe de campagne de Matoko, voilà pourquoi vous dépendez ça comme ceci. Mais je veux dire ceci. La puissance d'un État se mesure à l'aune de des institutions internationales. Si vous avez un candidat, sur 57 candidats, c'est le code électoral qui était, je crois, de 57 électeurs, et que notre candidat soit élu et soit voté par son père et sa mère, aucun autre pays n'a voté pour nous. Il y a de sérieusement problèmes diplomatiques. Vous ne pouvez pas occulter ça. Discutez avec les diplomates congolais, ils vont vous le dire. On soumet, vous êtes journaliste d'investigation. La diplomatie n'est pas efficace au niveau multilatéral. Parce que lorsque, au niveau des États, vous vous entendez comme vous avez dit, oui, la Chine ne peut que nous considérer comme amis, dans le sens où la Chine gagne plus le marché chez nous que nous gagnons de l'autre côté là-bas. Voilà. Le Rwanda ne peut se déclarer ami du Congo parce que le Rwanda demande des terres ici. Nous ne pouvons pas aller sur les montagnes des collines de Kigali. De la même manière, la France a ses entreprises qui travaillent ici au Congo. Le contraire n'est pas possible. Donc, sur ce terrain-là, vous ne pouvez pas mesurer l'amitié d'un État. Monsieur, parce que là, nous avons des intérêts économiques. Et en diplomatie, on ne fait pas de le monde, ne fait pas l'église. Il y a 3 missions principales qu'on donne aux diplomates. 1. Créer les opportunités. 2.
changer des situations défavorables en situation favorable. 3, conserver les acquis. Les opportunités, vous les créez où? C'est dans le pays, chez autrui. Comment ça? Comment? Regardez. Je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est Attends. ce que je disais tout à l'heure. Mais faut-tu ne comprends pas ce que Brony, docteur, s'il vous plaît, on va se calmer. Vous dites la même chose, mais avec les différents mots. Nous allons poursuivre notre débat sur l'échec de Firmin Edouard Matoko à la tête de l'UNESCO. Vous avez évoqué plusieurs causes tout à l'heure, vous l'avez dit, cher monsieur. Y a-t-il un responsable? La question est posée à vous tous. Y a-t-il un responsable? Parce que quand je vous suis, il y a eu plusieurs causes que vous avez évoquées, mais est-ce qu'on peut connaître le responsable? Mais c'est le gouvernement. Le gouvernement qui n'a pas pu manager. C'est le gouvernement qui n'a pas pu mettre en place des stratégies de victoire. C'est le gouvernement qui s'est précipité dans une affaire qui était d'avance perdue. C'est le gouvernement qui a orienté le président de la République sur un mauvais chemin. C'est le gouvernement. Le responsable de l'échec, c'est le gouvernement. Vous voyez, on peut pas trouver. C'est pas Matoko en tant qu'individu. Et d'ailleurs, moi je me dis, est-ce que ce n'était pas fait exprès pour noyer aussi, griller Matoko? Parce que Matoko, en tant que cadre comme cela, peut-être qu'il y en a autour du gouvernement et partout qui ont peur de Matoko, parce que s'il arrive, il peut se mettre à leur récupérer soit une place ministérielle ou je ne sais pas. Tout ça aussi, c'est possible en politique. Tout ça aussi, c'est possible en politique. Il faut le griller. Il faut faire tout. On l'attire parmi nous. On va lui donner la paille. Il mord à la paille. Et puis après, on l'écrase. Quand on l'aurait gaspillé avec tous ces gens, c'est là que vous voyez qu'il ne serait plus crédible. En politique, c'est possible. Parce que je ne peux pas comprendre un État sérieux griller un cadre de cette envergure, alors qu'on sait que l'autre est en campagne depuis 2 ans, il est venu même chez vous, vous lui avez donné votre parole d'honneur, mais après, vous déjouez et vous êtes parti, vous le laissez même, vous lui donnez même pas les moyens pour battre sa campagne. C'est les non-dits. Ce sont les non-dits de cette affaire-là. Et quand il est écrasé, non, personne ne s'en émeut. Prenez-la. Donc c'est le gouvernement. Un mot? Le responsable en premier, pour ne pas parler des gestionnaires de l'État, mais c'est l'État congolais qui est responsable aujourd'hui. Vous avez déjà dîné avec l'État? Docteur, s'il vous plaît. Laissez-moi évoluer. C'est que peut-être que vous n'avez pas voulu dire clairement. Je vais le dire. Le chef de la diplomatie congolaise, c'est qui? C'est le président de la République. Donc si la diplomatie est malade, le premier responsable, c'est le président de la République. Celui qui a validé la candidature et qui l'a porté d'ailleurs de bout en bout, vous avez entendu tous ces ministres le dire, c'est le président de la République. Et on a parlé tout à l'heure de ce qui aujourd'hui constitue un frein à cette diplomatie. C'est l'image que le Congo reflète à l'extérieur et même à l'intérieur. Ça veut dire quand on regarde ça, on peut se poser la question maintenant, on peut se fixer sur la gestion de l'État en fond en comble. C'est là où on peut comprendre où sont réellement les causes réelles de ce qu'est devenu le Congo. Si le Congo n'est pas respecté, si la diplomatie est malade, mais pourquoi est-ce que la diplomatie est malade? Pourquoi est-ce que le Congo n'est pas respecté même par ses propres amis? C'est parce que à l'interne, tel que les choses fonctionnent, nous ne sommes plus crédibles. Je parlais, dans la chronique, je reviens sur ça, je parlais de l'université Marine Wabi. Vous voyez dans quelles conditions se trouve l'université Marine Wabi aujourd'hui? Dans quelles conditions les étudiants et même les enseignants travaillent? Combien de mois passés, d'abord les bourses ne sont plus payées, vous avez les enseignants qui ne sont pas payés, mais c'est cet État-là qui veut être à la tête de l'UNESCO. L'UNESCO s'occupe du système éducatif. Parlons encore de la culture. Mais elle est à terre, la culture dans ce pays. Mais c'est la politique gouvernementale qui est totalement malade. C'est la politique gouvernementale à la tête, son chef, et puis plus haut, le président de la République. Donc, les responsables sont connus. On ne peut pas aller ailleurs. Firmin Edouard Matoko n'est pas en soi le responsable de principal ou direct. Son péché peut-être, c'est de n'avoir pas compris les enjeux, d'avoir accepté d'aller dans cette campagne alors qu'il était très en retard, alors qu'il était entouré des gens qui étaient là pour la plupart pour leurs propres intérêts.
pour paraître. C'est ça le péché du Batoko. Mais sinon, tout ce qui reste, vous avez vu comment les gens se sont mobilisés pour une seule campagne. C'est là où on comprend que le gouvernement a un problème d'organisation, a un problème stratégique d'organisation, et le gouvernement a pédé sur toute allée. Donc le responsable est connu, et c'est l'État congolais, c'est le gouvernement. Je pense que le docteur serait d'accord avec ses collègues sur ce plateau Pour qui une fois, rejettent la faute sur le gouvernement. Non, le premier responsable, c'est de la République. C'est lui le responsable numéro 1. Plus d'un titre. C'est lui le responsable numéro 1. Pourquoi? Il avait déjà donné quitus à son homologue Al-Sisi. Au moins 2 ou 3 reprises. Pourquoi lorsqu'on est venu lui dire qu'il y a une autre candidature qui est là, il a accepté cette candidature? Oui, à partir de mes investigations, j'ai ouï dire que, bon, ceux qui ont porté le projet lui ont dit c'est un bon candidat et tout. Bon, si vous ne le faites pas, comme il s'appelle Matoko, on va dire que vous n'avez pas fait parce que il n'est pas embauché. S'il était donc vous devrez faire. C'est ce que j'ai pu recueillir dans mes investigations. Et puis, il aurait cédé à sa sirène puisqu'on lui a dit, bon, voilà l'élection qui arrive et tout ça. Mais si tel est vraiment le cas, c'est malheureux. On ne gère pas un État sur des humeurs nombrilistes. C'est pas possible. Et deuxièmement, vous donnez votre accord, vous soutenez la candidature. Les gens qui ont composé, lorsqu'il a vu, puisque c'est lui qui a porté le dossier, et il a accepté et tout, mais il sait que telle personne n'est pas crédible. Combien de ministres congolais au Congo sont crédibles? Combien sont crédibles? Même à l'interne, combien sont crédibles? Donc, ce qui représente aujourd'hui, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure du fait que le président de la République est au banc de la communauté internationale, donc par rapport à cette affaire-là, à cette élection. Est-ce que la voix du Congo porte? Je l'ai dit au départ, quelle est l'image que représente notre pays à l'extérieur? Quelle est l'image que représente le président de la République à l'extérieur? Quelle est l'image que représente les dirigeants à l'extérieur? Quelle est l'image que représente les ministres à l'extérieur? Quel est notre rapport avec les institutions, avec les États, au-delà de ces rapports Il y a d'intérêt? des institutions où le Congo ne paye même pas ses cotisations. Bon. Donc, Est-ce que parmi les pays que nous avons visités, on s'est rassuré que tous étaient à jour avec leurs cotisations? Je ne sais pas, je m'interroge. Oui. Donc aujourd'hui, le responsable numéro 1, c'est le chef de l'État. Il ne peut pas se dérober de cette responsabilité. Ensuite, les gens qu'il a nommés, à commencer par le Premier ministre et tout ce monde-là, tous ceux qui sont impliqués. Une dernière question pour fermer ce chapitre de Matoko. Quelle leçon peut tirer le Congo face à cette défaite? Et la leçon, c'est tout ce qu'on a dit ici. La leçon, c'est quoi? C'est que il faut être beaucoup courageux. Le gouvernement, Guy Benoît l'a dit, qui n'a pas jusqu'ici communiqué, puisqu'ils étaient sur le terrain beaucoup plus nombreux, une communication en grande pompe. Ils étaient tout le temps sur les médias pour parler de firme Edouard Matoko. Maintenant que le Congo a échoué, que Matoko a échoué, le gouvernement se tait. Personne ne revient sur les médias pour faire le point. Personne ne le ramène aussi au pays pour nous, pour parler peut-être de son avenir. Le gouvernement ne parle plus. C'est comme si on a dit, nous avons pu avoir notre butin, on savait que ça n'allait pas marcher, on tourne la page. Guy Benoît l'a dit d'entrée de jeu, il y a eu conseil de ministres, aucune communication pour que le gouvernement reconnaisse d'une manière officielle ou encore acte. C'est firmé Matoko, Edouard Matoko lui-même, qui a fait un tweet pour féliciter son adversaire qui est passé directeur général et remercier celles et ceux qui l'ont soutenu pendant tout au long de cette campagne. Mais le gouvernement ne dit mot jusqu'aujourd'hui. Mais ce qu'il faut faire, c'est que il faut que le gouvernement prenne conscience, doit prendre conscience que l'échec, ce n'est pas l'échec de Makosso, c'est l'échec du Congo. Peut-être Makosso seul aurait pu obtenir quelques voix. Matoko, pardon. Matoko aurait seul obtenu peut-être 10 voix ou peut-être 15. Mais le fait d'être associé avec le gouvernement congolais, nous avons constaté tout ce qui se passe. Il faut donc tirer les leçons de cet échec, revoir la politique diplomatique du Congo, revoir la gestion du pays, revoir les hommes et finalement, pour
prétend demain briguer. Le docteur le disait tout à l'heure, si nous n'avons pas d'influence dans les institutions, même à l'Union africaine, on n'arrive pas à placer les gens dans des postes d'influence. Alors qu'il y a même des postes vacants. Voilà. Même au niveau de la CEMAC, Voilà. au niveau de la CEREL. Voilà. Vous constatez que même au niveau de l'OMS, on a organisé l'Assemblée générale de l'OMS ici au Congo pour élire l'OMS Afrique. Le Congo n'a pas pu se positionner comme tel. Donc, il faut qu'on regarde de fond en comble notre politique diplomatique. Regardez la politique diplomatique, docteur. Est-ce que le Congo, qu'est-ce qu'il doit faire? Bien, avant de répondre directement à cette question, je dois attirer l'attention de nos compatriotes qui ont commencé à vilipender M. Matoko sur les réseaux sociaux. Et d'un ton xénophobe. Je condamne cela. Matoko n'a pas été un mauvais candidat. Il a le profil. Sauf que il a été au mauvais endroit avec les gens très peu recommandables. Un état très peu recommandable aux yeux de la communauté internationale. Voici le péché de Matoko. Bon, on ne peut pas aujourd'hui régner qui des Congolais, on va chercher la nationalité de sa mère, et puis c'est lui qu'on va mettre l'échec. Fortuna l'a dit, c'est l'échec du gouvernement congolais, partant du président de la République et de son premier ministre, qui savaient qu'on devait perdre, mais ils se sont entêtés. Et le gouvernement, le premier ministre avec ce gouvernement, qui ont battu campagne tambour battant. Et demain, si nous voulons être respectés, il faudrait qu'on se respecte. On pose des actes pour se respecter. L'échec n'est pas une fin en soi. L'échec de Matoko, si on avait peut-être pris la mesure 5 ans avant, 4 ans avant, puisque le mandat est de 4 ans, si on avait pensé à tout de suite après l'élection de celui qui est parti de la Canadienne, peut-être la française. Audrey Azoulay. Oui, j'ai confondu avec l'autre qui était là avant. Voilà. Donc, en ce moment-là, peut-être que Matoko aurait pu faire un bon score. L'échec de Matoko, c'est le fruit de l'impréparation, c'est le fruit de l'improvisation, c'est aussi le goût du lucre du gouvernement. Parce que derrière, il y avait l'argent, et quand il y a l'argent, chacun se pose la question, je vais gagner combien de recettes cette affaire? Et on s'est mobilisé. Il faut former nos diplomates. Il faut nommer les gens par rapport à leurs compétences. Ne considérez plus la diplomatie comme un lieu où les gens vont se reposer. On va se reposer là-bas. Formons des diplomates. Il nous faut une doctrine de notre diplomatie. Qu'est-ce que nous recherchons? Le président doit recevoir les ambassadeurs, créer cette réunion avec les ambassadeurs chaque année pour leur donner des directives. Pour cette année, qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons de nos diplomates? Quels sont les marchés à reconquérir, à conquérir ou bien à reconquérir sur la scène internationale? Quels sont les endroits où nous pouvons placer les citoyens ou bien nos compatriotes par rapport à tel enjeu, par rapport à tel enjeu? Sinon, si on continue à gérer notre diplomatie comme on gère la danse au Congo, à partir de ce moment-là, nous irons d'échec en échec. Guy Benoît? Oui, voilà. Moi, j'allais dire ceci. Un État doit être prévisionnel. Gouverner, c'est prévoir. Quand on adhère à ces organisations-là, on doit savoir pourquoi on a adhéré. On n'y va pas pour applaudir seulement les autres. On y adhère parce que ces organisations-là ont des objectifs, ont des buts que nous aussi, nous sommes prêts à mettre en pratique chez nous pour être en conformité avec la ligne de ces organisations. Prenez l'exemple de l'UNESCO, par exemple. Nous, on regarde l'échec du Congo, globalement. Mais imaginez-vous qu'on examine point par point. L'UNESCO s'occupe de quoi? Si on va sur le plan culturel, est-ce que le Congo, sur le plan culturel, était bon élève? La culture du Congo, c'est quoi? Vous savez, chez nous, sur le plan même mémoriel, vous savez les mémoires que nous avons ici? Les lieux de mémoire. Les lieux de mémoire. Il y en a combien? Nous préférons avoir un blanc à placer ici. C'était un colonialiste. Hein? Bon, il est venu ici. On place lui, il a... C'est un explorateur. Ah oui, ben attends, il était venu pour votre beauté. Vous connaissez ce explorateur qui est Il humaniste? était venu pour quoi? Est-ce que c'est lui qui crée Brazzaville? Mais voilà. Brazzaville a toujours existé. Lui,
on lui donne un mausolée, bien là. Mais le roi qui lui accorde la terre, y a rien. Aujourd'hui, les jeunes Congolais ne peuvent même pas savoir où voir les restes de Makoko. Même ses photos. Même quelques ustensiles qui étaient avec lui. On ne connaît pas. Mais on ne peut même pas voir là où se trouvait les André Guérin Machoua. Vous avez donné le nom à une école. Hein? Bon, le roi du Congo. Mais tous ces, donc, culturellement, le Congo n'est pas un bon élève. Bon, du point de vue scolaire, est-ce que l'école congolaise est compétitive? De l'école primaire à l'université, la plupart des étudiants congolais ou les bacheliers qui y vont, on les ramène aux années inférieures. Vous comprenez? Nous, on est quoi? Si on n'est rien, on regarde. Le point de vue des médias, est-ce que les médias congolais, nous sommes maintenant, la plupart des médias, il y a les réseaux sociaux là, la plupart des médias sont sur satellite là, mais les autres voient comment les débats se passent. On peut aussi vous juger par rapport à ça, parce que l'UNESCO s'occupe aussi des médias, de la communication. Est-ce que nos médias sont compétitifs? Est-ce qu'il y a des débats contradictoires sur les médias congolais d'État? Vous comprenez? Est-ce que l'État congolais fait la promotion du débat contradictoire ou de la démocratie? Donc, tout cela, quand on regarde ça, si vous ne remplissez pas les critères, on ne peut pas vous donner quand même le poste de directeur général. C'est comme ça aussi à lui. Vous parlez le français, mais alors, qu'est-ce qu'on enseigne à nos élèves? Qu'est-ce qu'on enseigne à nos élèves? Même si nous voulons parler comme les Français, est-ce que nous avons le niveau qu'il faut par rapport aux autres des autres pays qui soutiennent en français, qui font des thèses, vous voyez, est-ce que les thèses que nous présentons sont compétitifs? Compétitives. Donc, les organisations, on n'y adhère pas pour le plaisir d'adhérer. Mais il faut se battre pour remplir les critères, pour être en conformité avec la vision de ces organisations-là. Ça, c'est la prévision de l'État. Qui sait pourquoi il a adhéré? On peut en citer des exemples. On peut en citer. Vous ne pouvez pas venir comme ça. Je peux en parler. Les droits de l'homme. Est-ce que vous êtes capable de respecter les droits de l'homme? Si vous ne respectez pas, n'allez pas signer. Parce que vous savez bien que vous n'allez pas respecter. Vous comprenez ça? Merci. Est-ce que vous pouvez abolir la peine de mort? Si vous n'êtes pas capable d'abolir, n'allez pas signer. C'est ça la prévision d'un État. C'est ça la prévision d'un État. Une seconde. Voilà. Oui. Bon, je dois souligner quand même cela. Il faut harmoniser la diplomatie congolaise. Vous voyez que je parle souvent de la polyarchie. On ne sait pas qui gère la diplomatie réellement. Vous avez le palais, vous avez le ministre des Affaires étrangères, vous avez le ministre de la coopération internationale. Finalement, il y a brouillage. La diplomatie. Il y a brouillage. Il y a brouillage. Moi, je souhaiterais que, par exemple, la candidature de M. Matoko a permis à nous autres Congolais de constater que il y a plusieurs poches qui gèrent la diplomatie, parce que nous avons vu ministre de la Culture, ministre de ceci, même le ministre des Affaires foncières, il va y faire quoi dedans? Donc, donnons-nous une doctrine, c'était l'élément que je devais souligner, donnons-nous une doctrine, et il faut qu'on focalise notre diplomatie sur le ministre des Affaires étrangères.